Alors, merci beaucoup. Je suis vraiment très honorée d'inaugurer les interventions de ces journées. Alors, je vous le dis très sincèrement, je ne suis pas du tout coutumière de l'art oratoire et encore moins sur des formats comme ça d'1 heure pour parler de sujets qui peuvent paraître un petit peu complexes, qui sont ceux de l'éthique, puisque l'approche que je vais avoir pour vous parler de la qualité des soins et de la qualité des parcours de soins et de la qualité que nous proposons dans les instituts du sein sous l'angle éthique. Donc mon intention, c'est de vous amener un petit peu avec moi dans ma tête. J'espère que vous allez apprécier le voyage. C'est pas toujours facile. Je m'en sortirai pas trop mal si à la fin de mon intervention, vous avez de nouvelles questions que vous ne vous posiez pas et auxquelles vous n'aurez pas de réponse. C'est à peu près comme ça que ça va se passer. Donc avant de partir d'emblée dans l'éthique, je vais juste faire un petit mot de logique, qui est une autre discipline intéressante aussi. Mesurer la qualité d'un soin, ça présuppose de pouvoir mesurer les résultats du soin que l'on souhaite évaluer, ou du moins sur lequel on pose la question de la qualité, et de faire cette comparaison avec les résultats d'un soin qu'on pourrait qualifier de réussi. Alors cet exercice, il présuppose d'être en capacité déjà de qualifier les résultats de notre soin, donc d'avoir déterminé sur quels critères on va s'attacher. Est-ce qu'on va mesurer le résultat sous l'angle de l'approche de la guérison, sous l'angle de l'augmentation de l'espérance de vie, du bien-être au travail des soignants au cours du parcours. Enfin, il y a tout un tas de critères qui pourraient être évoqués. Et ensuite, ça présuppose également d'avoir pu qualifier la réussite du soin. À quel moment est-ce qu'on peut se dire, à la fin d'un parcours de soins, on a réussi ? Ce parcours, on l'a accompagné comme on le devait, notre mission est accomplie. Donc voilà, c'est en préambule, on va dire, de la réflexion éthique. Il y a quand même une problématique qui est tout à fait d'ordre logique. Avant de vous emmener comme ça un petit peu dans la théorie, je vous propose de partir plutôt d'une expérience très pratique, d'une expérience terrain, de manière à ce que ce soit quand même corrélé au réel et que ça apporte quelque chose sur les pratiques quotidiennes. Et je vais vous parler de la création du réseau IRIS. Donc c'était il y a environ 4 ans. On intervenait avec Gilles sur le temps de parcours de la chirurgie, c'est-à-dire au tout début du parcours de soins. Et on avait identifié des problématiques ou des manquements dans les parcours de soins qui étaient de l'ordre de la transmission de l'information principalement. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur de début de parcours de soins, on se sentait responsable de la bonne poursuite du parcours. Sauf que nous n'avions absolument pas de visibilité, de légitimité à intervenir dans la suite du parcours. Donc on a créé IRIS avec l'intention de huiler ce parcours de soins qui nous semblait morcelé, d'y amener une personne ressource qui soit légitime d'intervenir sur toute la durée du parcours et non plus uniquement sur le temps chirurgical qui était le nôtre. Mais ce qu'on avait identifié principalement, finalement, c'était une problématique d'ordre logistique. Voilà, je pense, en y réfléchissant comme ça, je pense qu'on a plutôt voulu faire un réseau d'information qu'un réseau de soins. Et d'ailleurs, on a vraiment créé les process de façon très travaillée autour du transfert de l'information. On avait beaucoup d'inclusion rapidement dans Unique, parce que c'est quelque chose sur lequel on avait travaillé fort. Mais la problématique, la motivation, elle était d'ordre logistique. Et je suis assez persuadée que si les porteurs de projets d'IRIS étaient pas les acteurs du début du parcours, probablement les process auraient été différents. D'ailleurs, c'est peut-être une suggestion de table ronde que je trouve intéressante. Quel est l'impact du temps de parcours auquel appartient le porteur de projet sur les process de coordination et les choix qui vont être faits après ? Donc en tout cas, nous on avait identifié ça et on y est allé joyeusement. Et pour penser le réseau et essayer de le mettre en cohérence avec les objectifs qu'on avait identifiés, on est allé interroger les acteurs du parcours et on est allé voir les chirurgiens, les chimiothérapeutes, les kinés. Et on leur a demandé quelle est votre mission dans la prise en charge des patientes malades d'un cancer du sein.
Alors le chirurgien a répondu, moi ma mission c'est d'avoir un délai correct entre le diagnostic et la chirurgie, c'est d'avoir le geste sûr, c'est d'éviter les complications. Voilà, c'était des arguments de cet ordre-là. Le chimiothérapeute, lui, nous a dit plutôt qu'il voulait apporter la bonne information, choisir le traitement efficace, prévenir la iatrogénie, accompagner les familles. La kiné nous a dit qu'elle voulait essayer de maintenir une autonomie au niveau moteur, prévenir certaines complications, créer du lien. En tout cas, tout le monde avait finalement une vue assez claire de ce qu'il souhaitait faire et de ce qu'il souhaitait apporter aux patientes au cours de ce parcours de soins. Et en fait, en y réfléchissant bien, tous ces professionnels qui étaient investis dans le parcours de soins en cancérologie ne nous ont pas transmis leur mission. Ils nous ont listé leurs tâches. Et ça, c'est quelque chose de sensiblement différent. Alors, vous allez me dire quelle est la différence entre la mission et la tâche. Et bien, en fait, elle est assez essentielle. La tâche répond au comment. La mission répond au pourquoi. Et c'est un petit peu là que je voudrais vous emmener là, ce matin. C'est finalement, posons-nous la question du pourquoi. Si je voulais faire peut-être un petit symbole qui vous permette de mieux représenter les choses, imaginons que le parcours de soins est un bateau. Et ben, en créant le réseau Iris, on a déjà réussi à emmener tout le monde sur le bateau, la patiente, l'ensemble des acteurs du parcours de soins. On a réussi, je pense, à faire en sorte que tout se déroule bien sur ce bateau. Chaque acteur était à sa place, les tâches étaient réalisées, elles étaient bien réalisées. La vie sur le bateau se passait correctement. La question qu'on va se poser, c'est où va le bateau ? C'est un petit peu là que je voudrais venir ce matin avec vous. Et pour ça, je vais vous mettre la photo d'un joli bateau. Voilà. Et à ce point-là, pour l'instant, le bateau est un peu dans la brume. Hop. Et juste pour compléter l'anecdote du réseau Iris, à l'époque, j'avais pas mené cette réflexion autour de la différence entre la mission, les objectifs et les tâches. Le réflexe que nous avons eu quand on a commencé à créer le réseau et le process de coordination, c'est qu'à toutes ces tâches qui nous avaient été listées, la première réaction a été de rajouter des tâches, qui ont été celles des coordinatrices de parcours de soins, qui ont été des tâches entre les tâches et qui ont permis justement à toute cette vie sur le bateau de se dérouler de façon plus coordonnée, plus huilée, mais en tout cas toujours sans avoir déterminé la direction et quel est le cap qu'il fallait que l'on suive. Alors je vous emmène pas très longtemps, mais sur peut-être la partie la plus théorique de mon intervention. Accrochez-vous un petit peu, on va retourner rapidement dans la pratique derrière pour que vraiment vous puissiez adapter ces réflexions à la réalité du terrain. Ce qui me semble intéressant pour envisager les objectifs des soins et les objectifs des parcours de soins de manière à pouvoir évaluer s'ils ont été atteints, puisque c'est un petit peu là que je définis la qualité du soin. C'est finalement le soin qui a une finalité et sur lequel on va pouvoir évaluer à la fin de notre travail que la finalité a été atteinte. Je pense qu'il faut se poser la question du pourquoi. Alors, il y a beaucoup de questions à pourquoi très intéressantes. Pourquoi créer des instituts de professionnels autour des parcours de soins en cancérologie ? Pourquoi un parcours de soins ? Et la première de toutes les questions, si on remonte vraiment à l'origine, c'est pourquoi soigner ? Pourquoi est-ce qu'on va avoir cet élan, quand on fait un diagnostic de maladie, de soigner la patiente avec laquelle on est en contact ? Je vous invite à un petit exercice. Essayez dans votre tête de formuler 2 arguments qui construisent, on va dire objectif, peut-être non sensible, qui vous amène à expliciter cet élan que vous avez à vouloir soigner les patients.
essayez de trouver autre chose que parce que je ne peux pas ne pas le faire. Si vous avez du mal à en trouver 2, essayez d'en trouver un. Et si vous n'arrivez pas à en trouver un, essayez de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à en trouver un. Je vous guide un petit peu dans cette réflexion. En fait, le pourquoi soigner, il fait intervenir des motivations qu'on dit pré-réflexives. Alors c'est un grand mot pour dire juste que ça intervient avant le raisonnement. C'est-à-dire qu'avant même de faire intervenir votre raison, vous allez avoir un élan d'empathie, une motivation qui est liée à l'humanité commune, à la moralité intuitive. Alors que vous n'avez même pas encore commencé à réfléchir, vous savez que vous allez devoir soigner. Donc, question un petit peu complexe. Pourquoi soigner alors même que finalement mon raisonnement n'intervient pas? Comment je vais pouvoir l'expliciter en sachant que l'intuition, même si elle est basée sur la morale, ne va pas nous permettre de mener une réflexion et de formaliser des objectifs pour être sûr de les atteindre. Donc là, je vais vous soumettre la réponse à ce pourquoi d'un homme de médecine qui me parle beaucoup, qui me parlait, il est décédé malheureusement, c'est Axel Kahn, un célèbre généticien et professeur d'éthique qui a donné une définition du soin qui, moi, me parle particulièrement, mais bien sûr, c'est pas la seule qui puisse exister. Alors, pour Axel Kahn, soigner, c'est... Accrochez-vous, on va y passer un petit peu de temps. Soigner, c'est lutter contre une inégalité de nature sur un principe de justice. Je vous la mets à l'écran pour que vous puissiez la relire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas lutter contre une maladie, on va lutter contre une inégalité. L'inégalité de nature, c'est la maladie. Elle est clairement inégale, elle va toucher une personne et pourquoi pas une autre. Elle est de nature, c'est-à-dire que l'être humain n'a pas de prise sur les modalités d'arrivée de cette maladie ou le sujet qu'elle va toucher. Et l'être humain va avoir tendance à lutter contre cette inégalité sur un principe de justice. Parce que le principe de justice est celui qui répond à l'élan, à son élan d'humanité. Soigner, c'est lutter contre une inégalité de nature sur un principe de justice. On est bien en lutte, non pas contre une maladie, mais contre une inégalité. Alors juste une petite précision sur le mot « soigner » dans cette phrase-là. Le mot « soigner » là prend la signification du traiter, c'est-à-dire apporter un traitement dans l'objectif de se rapprocher de la guérison. Il n'est pas soigné au sens de prendre soin d'eux. La langue française utilise le mot soin, le mot soigner de façon assez générale. Pour une fois, d'habitude, on a un vocabulaire qui est très, très précis. Là, si on compare à l'anglais, soigner, traiter, guérir, c'est to cure, et prendre soin, c'est to care. Et dans cette phrase-là, le sens de soigner, eh bien, soigner au sens de guérir. Alors, le cure et le care, on pourrait en parler, c'est des sujets aussi très intéressants. Juste un petit mot, le care, au sens de prendre soin d'eux, va intervenir non pas sur la santé, mais sur la qualité de vie, bien que ces deux notions puissent être très liées parfois. Le care n'est pas la prérogative du professionnel de santé. Il ne fait pas appel à sa connaissance médicale, il n'est donc pas le seul à pouvoir le pratiquer. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas le faire, mais en tout cas, il n'est pas seul aux manettes et il n'a pas la seule responsabilité du care. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les deux cas, que ce soit le care ou le cure, ce ne sont que des moyens au service d'objectifs. Alors pour amener un petit peu plus de précision sur ces objectifs, et parce qu'on va revenir un peu plus au réel et à nos parcours de soins, qu'est-ce que ça veut dire fixer des objectifs pour pouvoir évaluer les modalités selon lesquelles on les a atteints? Il va y avoir des objectifs d'ordre très généraux, ou du moins des objectifs assez intuitifs pour les professionnels de santé, puisqu'ils vont répondre à cette inégalité contre laquelle on va être tenté de lutter.
Donc les objectifs qui peuvent sembler assez évidents, ça va être d'amener à la guérison ou d'augmenter l'espérance de vie ou de maintenir la qualité de vie. Alors on est déjà sur 3 objectifs qui sont quand même assez différents et qui peuvent déjà faire appel à des moyens différents. Et ensuite, on va avoir tous les objectifs qui sont complètement liés au contexte de vie des patientes. J'en ai listé quelques-uns, mais pour certaines patientes, le plus important, ça va être le maintien de l'équilibre familial, par exemple, ne pas inquiéter les enfants. Pour d'autres, la poursuite de l'activité professionnelle, la préservation de la fertilité, le maintien de l'autonomie ou la poursuite d'une activité aidante pour un proche, par exemple. Ça fait pas mal d'hypothèses et la liste est loin d'être exhaustive. Ça veut dire que finalement, on ne va pas fixer un objectif, mais probablement des objectifs. À partir du moment où il y en a 2, il va falloir les prioriser. Donc c'est encore là un autre sujet. Et ensuite, il y a tout un tas de questions qui peuvent se soulever. Qui fixe les objectifs ? En sachant que les objectifs plutôt généraux, qui vont être ceux de l'ordre de la guérison ou de l'espérance de vie, vont faire appel à une connaissance médicale. Ils ne pourront donc pas être pris par le seul patient, sans avoir un partage de connaissances à un moment donné. Tandis que les objectifs liés au contexte de vie sont vraiment à la connaissance de la patiente. Donc voilà, qui fixe les objectifs ? Quand les fixe-t-on ? Quand les réinterroge-t-on ? Puisqu'on, grâce au progrès de la médecine, on voit se chroniciser les maladies et s'allonger les temps de parcours. Il semble assez évident que des objectifs fixés en début de parcours de soins ont vocation à être réinterrogés. À quel moment ? Qui contrôle qu'on maintient le cap ? Qui trace la feuille de route ? Et qui dirige le bateau dans la bonne direction ? Là, je voulais juste aussi, pareil, pour faire une petite accroche sur le terrain et peut-être les expériences que vous avez dans les instituts. Je vous invite à vous souvenir d'une patiente qui aurait exprimé un objectif de soins qui va à l'encontre de votre besoin de réparation de l'inégalité vécue, c'est-à-dire le besoin de se rapprocher de la guérison. Moi, je me souviens d'une patiente pendant l'année où j'avais fait la coordination de parcours d'Iris qui ne pouvait pas suivre ses séances quotidiennes de radiothérapie parce qu'elle était aidante de son mari et qu'il n'était pas question qu'elle s'absente quotidiennement alors que son mari était totalement dépendant d'elle et qu'elle n'avait aucun autre moyen de le faire accompagner pendant ses traitements. Ça m'avait troublée à l'époque parce que cette problématique, elle me semblait secondaire à l'égard de l'efficacité de la radiothérapie pour éviter une potentielle récidive. Malgré tout, c'est le choix qui avait été fait par la patiente et on voit bien là que la priorité n'est peut-être pas à la charge. Enfin, c'est pas forcément le professionnel de santé qui doit prioriser les soins, ou du moins pas tout seul. Et on comprend bien là que c'est finalement une action, une décision qui va être collective. Alors, quels sont les risques d'un soin ou d'un parcours de soins qui ne suit pas des objectifs ? Il y en a principalement 2. C'est d'avoir des soins qui soient d'abord désorientés, c'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à fixer de cap, justement. On fait monter de toujours plus de professionnels sur le bateau, mais on ne sait toujours pas où va le bateau. Ça, c'est le soin désorienté. Il y a certains auteurs parlent d'acharnement thérapeutique diffus. C'est-à-dire qu'on ne s'acharne pas dans une droite ligne pour aller toujours plus loin, on s'acharne pour aller toujours plus. Non pas parce que ces soins s'inscrivent dans un parcours personnalisé qui va être en cohérence avec les objectifs exprimés par le groupe que forment les professionnels de santé, la patiente et ses aidants, mais tout simplement parce qu'ils existent. Et que comme on ne sait pas très bien où on va, on se dit que autant faire monter tout le monde, on prend moins de risques de passer à côté de quelque chose. Sauf que du coup, on est nombreux dans un bateau et on ne sait toujours pas où il va. Et ensuite, l'autre risque, mais qui est très lié, c'est d'avoir en fait des parcours de soins un peu inflationnistes, où ça ne s'arrête jamais en fait. À chaque nouvel événement, à chaque opportunité de rencontre, on va faire monter quelqu'un d'autre sur le bateau.
parce que c'est l'opportunité de vie qui l'a mis sur notre route et qu'on se dit pourquoi pas. Ça peut être quand même préjudiciable, ce type de comportement. Alors d'abord parce qu'il y a une dépense d'énergie, il y a une dépense émotionnelle aussi pour les patients. À chaque fois qu'on fait intervenir un nouveau soin, alors je dis soins au sens large, j'englobe les soins de médecine, les soins de support, les médecines alternatives et tout ce qui peut venir en soutien d'un parcours de soins en cancérologie. Il y a une dépense émotionnelle parce qu'à chaque fois il y a une nouvelle attente en fait. Il y a une dépense parfois financière et en tout cas ça va amener une forme de confusion qui nous éloigne de la finalité et qui peut quelque part désengager chacun des acteurs d'un point de vue éthique. C'est-à-dire qu'on est très nombreux, ça marche pas très bien, on est tellement nombreux, comme on ne sait pas exactement lequel est le plus important dans les professionnels et quelles priorités ont été fixées. Finalement, le désengagement de chaque acteur est une solution facile et à laquelle on va facilement avoir recours. Ça semble évident, mais je le répète quand même, on ne peut pas atteindre un objectif qu'on n'a pas fixé. Et ce n'est pas en prenant un bateau de plus en plus gros qu'on va mieux savoir où aller. Alors ça, c'est le risque un peu... c'est le risque, on va dire, individuel, médical, de parcours de soins. Il y a un autre risque dans ce soin désorienté ou dans cette absence d'objectif, c'est le risque, c'est la désorientation, on va dire, institutionnelle. Alors, juste un petit mot, ça ne concerne pas directement les instituts, mais il me semble que ça entraîne, l'absence d'objectif aussi, pas mal de paradoxes dans l'évolution de notre système de santé. J'en ai relevé quelques-uns. Je vous les partage rapidement. On parle beaucoup de démocratie sanitaire. C'est-à-dire que le principe est que chaque voix soit entendue, que tout le monde puisse participer aux décisions qui sont prises, alors que les parcours n'ont jamais été aussi contraints. On applique des référentiels et des protocoles. Ça semble assez paradoxal de vouloir ouvrir le discours alors qu'il est déjà écrit. Il y a aussi la question du rôle du médecin et des attentes que l'on porte sur lui. Le médecin, socialement, est soumis à un rôle qui est assez lourd par sa connaissance médicale, par son expérience de vie, à avoir accompagné beaucoup de patients. Il est habité d'une forme de toute-puissance cognitive. On va attendre de lui qu'il soit en maîtrise du parcours et en maîtrise des conséquences et des résultats, alors même qu'il n'a jamais eu aussi peu de liberté de décision, encore une fois, parce que les décisions médicales sont de plus en plus normées et les protocoles de plus en plus contraints. Ça va positionner le professionnel médical dans une forme de tension. C'est-à-dire qu'on l'investit d'une forme de puissance, mais on ne lui laisse pas la possibilité de mener des actions en cohérence avec sa réflexion. Ça aussi, ça peut créer un désengagement d'ordre éthique. On parle beaucoup de l'empowerment. Le principe est de donner du pouvoir aux patients, alors même que la responsabilité est toujours sur les épaules des professionnels de santé. Une petite phrase de Winston Churchill qui dit que le pouvoir sans responsabilité, c'est la tyrannie. Ça voudrait dire que l'empowerment, soit c'est l'évolution vers une organisation tyrannique, ce que j'ai du mal à imaginer, ou alors, plus retors, ça voudrait dire que le pouvoir qu'on croit donner n'est pas du pouvoir, mais plutôt un principe de compensation de l'inégalité perçue et qui est donnée par la société. Un dernier mot sur le care et le cure, mais des paradoxes comme ça, il y en a certainement beaucoup d'autres. On fait beaucoup poser sur les épaules des professionnels de santé et des professionnels du soin en général la charge du cure et du care, c'est-à-dire qu'il faut à la fois guérir et à la fois prendre soin. Lorsque ces deux missions reposent sur les épaules du même professionnel,
Ça crée des tensions de priorité, des tensions des conflits, on va dire, de temps, de moyens, de priorité. C'est absolument pas la même fonction. Et il me semble que ça pourrait être intéressant de vraiment être très au clair sur qu'est-ce qui appartient au prendre soin, qu'est-ce qui appartient au traiter et au guérir, de manière à vraiment pouvoir déployer les bons moyens en fonction de l'objectif qui est fixé. Donc, tout ça, c'est des paradoxes qui peuvent sembler un peu anecdotiques, qui sont finalement latents un petit peu dans notre société, parfois dérangeants, parfois moins. Mais en tout cas, ça semble assez désorienté. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui est observée un petit peu en réaction, on va créer un nouveau mouvement de nouveaux types de professionnels et systématiquement les faire entrer dans les parcours de soins, juste pour être sûr de ne passer à côté de rien. Ça me semble intéressant de pouvoir vraiment poursuivre cette réflexion sur les finalités de nos parcours de soins, quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre, quels sont les moyens qu'on souhaite déployer pour les atteindre. J'ai l'impression que ce côté un petit peu paradoxal et opportuniste de l'évolution du système de santé, il est le reflet d'une transition inachevée entre la médecine relationnelle et la médecine technicienne. On n'est pas allé jusqu'au bout. On a voulu tout préserver, ce qui est souvent un exercice difficile. Et l'effet pervers du vouloir tout faire, tout préserver, de renoncer à rien, c'est que finalement on fait juste un peu moins bien tout ce qu'on fait. Alors pour revenir au réseau Iris et refermer un petit peu la boucle, on va mettre peut-être voilà, une slide un petit peu plus, un petit peu plus orientée vers un objectif. Voilà un petit peu notre objectif. C'est d'avoir juste le bon nombre de personnes sur le bateau. Tout le monde rame dans la même direction. Et tout le monde détermine, et on détermine la direction à atteindre collectivement. La question que je me pose aujourd'hui, je reviens au réseau Iris, puisque c'est le sujet qui m'intéresse plus personnellement, c'est finalement comment faire pour que, pour toute patiente du réseau, on soit en capacité de dire, pour madame untel, l'objectif, le dernier objectif qui a été formulé, c'est celui-ci. Le parcours personnalisé qu'on a déterminé pour atteindre ces objectifs, c'est celui-ci. Il fait intervenir tant de professionnels à tel rythme parce que c'est ce qu'on a réfléchi de plus pertinent. Il y a un suivi, bien sûr, pour pouvoir réinterroger les objectifs à mesure que la patiente en exprimera le besoin ou que l'équipe de soins aura identifié un moment. Alors là, je pose une hypothèse, peut-être un projet d'avenir, et si le rôle de la coordinatrice de parcours de soins dans nos instituts était celui de participer à la formulation collective des objectifs, à être le professionnel vigilant qui vérifie que toutes les décisions qui sont prises et que tous les nouveaux acteurs qui entrent dans le bateau sont bien ceux qui sont en cohérence dans leurs compétences avec les objectifs qui ont été fixés. Voilà, c'est une supposition, en tout cas d'avoir ces personnes ressources qui suivent les patientes sur tout le parcours. Ça semble très adapté à ce type de mission. Et pour conclure, juste une dernière remarque. L'intelligence artificielle saura vraiment très bientôt ramer, c'est sûr. Elle saura même faire mieux que ça. Elle saura prédire la météo, elle saura ajuster les trajectoires de façon beaucoup plus précise que nous le faisons. Et c'est la raison pour laquelle il me semble urgent d'être en capacité de lui dire où nous voulons aller. Merci. Merci Alice pour ces réflexions sur le sens de notre activité, de notre profession, de notre vie. Ça, quand on repart sur le début, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça, et je pense qu'on a une évolution aussi dans notre vie. Enfin, moi, je commence médecine pour sauver les gens. Et quand on fait de la cancérologie, on ne sauve pas les gens. On est là pour accompagner les patients. Et je crois que le parallèle qu'on peut faire entre les objectifs qu'on peut se fixer
en tant que médecin, cancérologue, finalement, ça va être de proposer les meilleurs traitements. Et je pense que quand on est, enfin, je sais pas comment vous l'avez vécu, moi, en tant que jeune médecin, on voulait tout faire, tout révolutionner, sauver la planète. Et aujourd'hui, quand on commence un entretien qui va être souvent difficile, avec une patiente qu'on ne connaît pas, c'est de comprendre quels sont à elle ses objectifs de vie et d'essayer de pouvoir accompagner ce que la patiente a. Parce que nous, on a un projet dans la tête, on a discuté de RCP, la théorie, on la connaît, le protocole, on le sait, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour elle. Mais en fait, ce qu'il y a de mieux pour elle, ce que tu l'as dit, c'est pas forcément ce que moi je pense pour elle, c'est pas elle ce qui est de mieux pour elle. Et donc, c'est d'être dans cette capacité d'écoute, d'attention et de partage, parce qu'en fait, on n'est jamais tout seul à pouvoir comprendre tout ce qui se passe dans la vie de cette patiente. C'est pour ça qu'il faut la kiné, l'assistante sociale, la psychologue, la diététicienne, etc. Et je pense que le modèle qu'on met en place sur un institut du sein, c'est justement pour essayer de répondre à ça. Parce qu'en fait, faire une RCP, on applique des protocoles qu'on connaît bien. Quand c'est compliqué, on prend le temps de réfléchir et on trouve des solutions techniques. Mais la vraie vie de la patiente, elle sera dans cet accompagnement que nous, on n'est pas capable de faire tout seul. Donc c'est pour ça que ça correspond vraiment à la démarche qu'on a, je pense, fondamentale, enfin dans la nôtre, en tout cas dans ce qu'on fait. Alors on est toujours en difficulté parce qu'on voudrait faire plus, on voudrait faire mieux, et si on fait rentrer trop de personnes sur le bateau qui ne vont pas dans le même sens que nous, ça devient un peu l'anarchie, donc il faut être hyper vigilant là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de décider, de prendre quelqu'un en plus, une activité en plus, un partenaire en plus. Mais je pense que ça correspond vraiment philosophiquement ou éthiquement à la mission qu'on va se donner, nous, d'accompagner. Je crois que, et le fait de pouvoir le partager à l'Institut du Sein, c'est qu'on va justement partager cette dimension, et on va être à l'écoute d'autres paroles qui parfois vont nous déranger parce que ça ne va pas correspondre à ce qu'on aurait aimé faire. Mais justement, c'est ce travail d'équipe qu'on recrée et qui va au-delà de uniquement soigner, parce que l'équipe, le chirurgien, le radiothérapeute, le chimiothérapeute, c'est pas une équipe, quoi. C'est une manière de traiter une maladie et pas de prendre en charge une patiente. Voilà, je crois. Voilà, c'était mes réflexions à moi. Donc, est-ce que vous avez des réflexions, des remarques et des questions ? Moi, je voulais juste compléter. D'abord, remercier Alice, c'était hyper intéressant. C'est vrai que c'est toujours hyper enrichissant pour nous de réfléchir autour de ces questions. Effectivement, je crois que c'est une très très bonne idée de future table ronde de réfléchir à comment sont les instituts en fonction de qui a initié les instituts, et la part du cure et du care dans chaque institut en fonction de qui a initié ces instituts. Je crois que c'est vraiment hyper intéressant. On en discutait hier avec Eric et Loïc, en disant qu'on avait tous des instituts un peu différents parce qu'on les a créés au fur et à mesure, mais je pense qu'effectivement l'initiateur a un rôle prépondérant dans la façon dont est monté un institut. Donc ça, c'est super intéressant comme réflexion. Après, moi, je voulais revenir sur le fond, sur la façon dont tu as présenté les choses, qui pour moi est très clivée, c'est-à-dire que d'un côté, tu as mis les soignants et d'un autre côté, les patients. Et moi, j'ai l'impression qu'avec les notions de démocratie en santé, de patient partenaire, parce que nous, on est très impliqués là-dedans, je me vois plus comme un être humain qui pourrait être d'un côté ou de l'autre de ce clivage. Et je pense qu'on se nourrit mutuellement aussi. Donc effectivement, le rôle de soignant est un rôle technique et qui a ses limites dans le cure très défini et avec une proportion de care à définir. Mais je crois aussi que le fait de se dire qu'on est tous des êtres humains et qu'on pourrait être d'un côté comme de l'autre du bureau, on va dire, c'est aussi quelque chose qui nous nourrit et nous fait grandir. Donc c'est voilà, moi j'ai une vision un peu moins clivante de ce que tu as montré, même si effectivement je pense que c'est nécessaire de cliver pour pouvoir avancer et pouvoir aller dans la bonne direction. C'était ma réflexion. Oui, je réagis juste à ta réflexion. Effectivement, en tout cas, moi, d'un point de vue de ma réflexion et on va dire de ma capacité à élaborer des idées, mais ça, c'est très personnel et mon intention n'était pas de cliver les individus, mais plutôt de définir avec beaucoup de précision les compétences
de manière à être sûr qu'elles soient utilisées dans leur plus haut niveau. Mais le collectif me semble absolument indispensable dans ces parcours de soins, et justement que chaque intervenant y amène le niveau de compétence ou d'expérience qu'il a, de manière à enrichir au plus ce collectif, ça me semble indispensable. Encore une fois, j'ai besoin que ce soit bien rangé dans mes tiroirs pour pouvoir ensuite savoir ce que j'en fais. Mais l'intention n'était pas de cliver les individus. Merci Alice pour ce bel exposé. Tu nous as emmenés en bateau et on a suivi. Et j'ai bien aimé, moi, la conclusion, enfin, ce que tu as conclu sur les coordinatrices, de dire que peut-être que aussi l'aboutissement de leur travail, ça serait une veille. Et si on peut faire sur le bateau, avant il y avait les vigies. Et ça pourrait être la coordinatrice, la vigie du bateau, qui pourrait vérifier que tout est en lien et on va dire en cohérence entre la patiente et les soins. Voilà, c'était une petite réflexion. Et puis après, j'aurais juste une question, mais peut-être qu'on la développera, sur la définition d'Axel Kahn. Est-ce que le hasard est juste ou injuste? Voilà, je me demandais. Je ne vais pas répondre à celle-là, si vous permettez. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Pierre. Peut-être que tu pourrais nous dire, finalement, si on veut demander à la coordinatrice d'être la vigie, quels moyens on va lui donner pour pouvoir être vraiment une vigie. Et donc, comment vous, à Iris, vous avez peut-être mis en place au moins un indicateur qui vous permet de garder votre cap? Alors, absolument pas. On n'a encore rien mis en place. On vous livre, enfin, je vous livre d'ailleurs vraiment ma réflexion. Je me suis finalement penchée sur ce travail en préparant mon intervention de ce matin, et ça m'a amenée là. Et je suis très heureuse de vous avoir emmené avec moi d'ailleurs. Ça me semble en tout cas être une piste d'évolution pour les parcours et les coordinatrices qui est très intéressant. Là j'ai vraiment travaillé les objectifs et pas encore les moyens qu'on va déployer, mais le travail des moyens me semble toujours, une fois que les objectifs sont clairement fixés, un peu plus simple. Mais il faudrait que je me pose quand même pour pouvoir te répondre. Oui. Merci. La réflexion qu'on a, enfin que j'ai depuis qu'on a commencé à réfléchir les instituts, et ça a commencé avec Sylvie et Sophie début 2020, quand elles sont venues au cabinet à Saint-Denis, c'était finalement qu'elles ont mis en évidence au travers de leur premier audit, comme peut-être auprès de tous les instituts, les manques. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'a montré le regard un peu acéré sur nos fonctionnements, c'est les trous dans la raquette. Et comme tu l'as dit, mais c'est des sujets qu'on aborde assez régulièrement, nous, on a mis en place au travers de nos instituts des outils pour essayer de combler les trous dans la raquette. Bon, la réalité, c'est qu'il y aura toujours des trous dans la raquette. Et la philosophie, moi, ce qui me pose problème depuis qu'on a créé Iris, et j'ai pas encore solutionné le problème, j'ai pas encore trouvé le bon équilibre, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on compense des manques. Alors, c'est une bonne chose, parce que j'ai l'impression qu'on rend quand même service. Donc, au final, on va dire, ça, on fait le boulot. Oui, mais on compense des manques. Et compenser des manques, pour moi, c'est pas trouver une solution. Et je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Tous ces métiers sont quand même des métiers nouveaux. Les coordinatrices, c'est apparu avec Montpellier, ça a une douzaine d'années, une quinzaine d'années peut-être. On voit bien que ces métiers se structurent, on voit bien qu'au travers des ateliers qu'on fait au sein de la fédération, c'est quand même des sujets qu'on aborde, on cherche leur professionnalisation. Donc on est bien sur quelque chose qui émerge, sur des nouveaux métiers. Effectivement, je crois et je suis convaincu, comme tu l'as dit, que l'évolution technique ne va pas répondre à la question du sens. Ça, le sens, ce sera quand même à nous, êtres humains, de le donner, encore, je l'espère, pendant quelques temps. Moi, la question qui m'interpelle, c'est dans cette nébuleuse si complexe des acteurs qui vont finalement chacun répondre à un manque, et je mets dedans la patiente au milieu, mais je l'intègre dans ce collectif. La question qui va venir, c'est comment s'articule
les relations entre les professionnels et la patiente, entre la patiente et ses différents intervenants? Est-ce qu'on ne va pas vers quelque chose de contractuel? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en place, c'est l'idée des PPAC et tout ça, enfin des PPS, pardon, ou est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en place un contrat de soins, lequel contrat va être réinterrogé, mais qui dit contrat dit responsabilité? Et effectivement, j'ai l'impression qu'on est au démarrage d'une nouvelle façon de penser le soin. Le médecin a perdu clairement sa place d'alpha et d'oméga du parcours. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de contrat? Je sais qu'on en parle des fois, mais je ne sais pas où t'en es. Oui, parce qu'on se parle assez peu. Excusez-nous, il faut le savoir. On discute. Hein. Oui, effectivement, de toute façon, la problématique médico-légale ne va pas disparaître même si nous, en tant que groupe parcours de soins intégrant des professionnels et des patients, on arrive à fixer plus clairement des objectifs, on ne va pas faire disparaître les problématiques médico-légales. À partir du moment où l'équipe de soins va accepter de ne plus mettre la guérison comme priorité parce que ce sera la demande de la patiente et plus en cohérence avec ses objectifs, il me semblerait déraisonnable de pas contractualiser. Mais là, on est plutôt dans la contrainte institutionnelle et sociétale, on n'est pas dans la quête de sens. Mais effectivement, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse ne plus suivre la recommandation médicale à la demande de la patiente ou de l'équipe de soins sans écrire les choses. Après ça, c'est le colloque singulier, c'est-à-dire qu'on peut très bien décider le bon traitement en RCP et ne pas du tout l'appliquer quand on est avec la patiente. Et ce qui me retournait quand il y a quelques années, c'était pas envisageable pour moi, ou très difficile, aujourd'hui c'est devenu le respect de la patiente en face par rapport à ses objectifs à elle, qui ne sont pas du tout les mêmes que les miens. Et même si des fois c'est compliqué, si je pense que la chimiothérapie a toutes les chances de sauver la patiente ou d'avoir 50% de bénéfices sur sa survie, si la dame ne peut pas le faire parce qu'elle aura ses raisons à elle qui seront plus fortes que mes raisons médicales, je pense que si on a été clair, honnête et sincère, on ne peut pas se reprocher qu'une patiente ne fasse pas quelque chose. Je crois qu'il faut respecter. Enfin, à mon avis, on est plus aujourd'hui, on est plus dans le respect de ça. Oui, on l'écrit, mais on trace tout ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, quand ça va pas bien. Le portage de la responsabilité me semble quand même être un sujet intéressant. À partir du moment où on assume de faire intervenir la patiente ou l'aidante ou d'autres personnes du parcours dans la décision, il me semble que ça perd du sens de ne pas répartir les responsabilités. C'est-à-dire que de permettre à quelqu'un de prendre une décision sans qu'il y ait un remaniement de la responsabilité, ça génère quand même une perte de sens pour moi. À réfléchir. Oui, moi je repartais plutôt sur une réflexion un peu globale de la construction des instituts du sein. Nous, à Toulouse, on a ouvert en 2018, donc on a un petit peu de recul. Mais comme on disait en préambule, en accueillant les nouveaux instituts, inspirez-vous de ce que nous avons déjà fait. Le problème, c'est ça, c'est que nous, on n'avait pas un architecte qui nous a dit « c'est comme ça qu'il faut faire ». Nous, on a construit notre maison en mettant les pierres les unes après les autres, en se trompant parfois, en progressant souvent, enfin j'espère. Mais la mission, on l'a découverte au fur et à mesure. Et au début, on a commencé par par essayer de combler des manques, probablement. On a développé des tâches. Maintenant, effectivement, il faut réfléchir à nos objectifs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu le privilège de développer quelque chose qui n'existait pas. Et on a probablement fait des erreurs, essayé d'avancer petit à petit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facile, entre guillemets, de dire c'est comme ça qu'il faut faire ou c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais c'est vrai qu'on a essuyé un peu les plâtres. Enfin, on est certains à avoir tout découvert au fur et à mesure. C'était pas simple. Et je pense que quand même, on peut être fier de ce qu'on a fait.
Complètement. Moi, je voulais faire une réflexion. Anaïs, donc je suis la coordinatrice de Marseille, pour parler un peu sur le côté du travail, la coordinatrice. Moi, je suis soignante, je suis infirmière de formation, j'ai travaillé de nombreuses années en cancérologie avant d'arriver à l'Institut du Sein, et j'ai dû faire, je dirais, ce pas de côté en tant que soignant sur effectivement le guérir, le fait de, voilà, quand j'avais des patientes qui exprimaient des besoins qui étaient différents du traitement qu'on leur proposait ou des thérapeutiques, mettre un pas de côté. Et depuis quasiment 6 ans maintenant, je trouve que le rôle de la coordinatrice, c'est vraiment de faire ce pas de côté. Au départ, quand je suis arrivée, je me disais, mais comment elles font, celles qui ne sont pas soignantes? Et maintenant, je me dis, elles ont peut-être un plus, celles qui ne sont pas soignantes, parce qu'elles n'ont pas ce biais du soignant guérisseur, sauveur, etc. Et je trouve, en tout cas, mon rôle maintenant, je le prends vraiment comme ça, sur discuter, évaluer les objectifs de vie, les envies des patientes et comment elles veulent vivre avec leur maladie. À moyen, à long terme, en fonction du stade auquel elles sont, et essayer de mettre en place, ou en tout cas de leur donner les moyens, des rencontres, des personnes pour qu'elles puissent arriver à ces objectifs. Et effectivement, moi j'assiste à la RCP et des fois je leur dis « Ouh là là, ça va pas passer, ça va être compliqué ». Alors après, c'est eux une discussion qu'ils ont, et je te rejoins Eric, maintenant vous intégrez beaucoup la patiente dans la théorie dirait que, mais après, voilà. Donc je pense que vraiment, le rôle de coordinatrice du parcours de soins de la patiente, des parcours en fait, de tous les parcours qui sont, je pense que c'est petit à petit, c'est ce qu'on fait, ou en tout cas c'est ce qu'on tend à faire, mais en tant que soignant, ça nous demande une autre réflexion, enfin en tout cas pour moi. Mais je partage complètement ton point de vue, Anaïs, et c'est pour ça que j'ai eu le besoin à un moment donné d'analyser le pourquoi soigner, de le comprendre, et aussi de comprendre finalement quels étaient les leviers que ça activait chez moi, quelles peurs, pour réussir un petit peu à ranger ma chambre. Je voudrais rajouter juste quelque chose. J'ai assisté la dernière fois à une conférence dans Labo, donc c'était sur l'espoir de guérison. Et donc on avait des petites réunions dans plusieurs villes, et puis on avait une conférence, et en fait ça m'a posé beaucoup de questions sur guérir. Qu'est-ce qu'on met derrière le guérir? Et en fait, je me suis dit, moi soignant, derrière le guérir, j'entends vivre sans la maladie, mais en fait en face, la patiente en cancer du sein métastatique, pour elle guérir, c'est peut-être pas vivre sans la maladie, mais peut-être continuer à travailler, aller au mariage de ses enfants, etc. Et en fait, là, je me suis positionnée en disant, oui, en fait, le biais, je le mets direct, moi, en tant que soignant, avec ma connaissance, et en fait, voilà, repartir de, vous, qu'est-ce que vous entendez dans, est-ce que je vais guérir? Pour vous, c'est quoi guérir? Ça, c'est fondamental, je crois que c'est l'écoute de la patiente. C'est-à-dire que quand on réfléchit à notre place, il faut être capable de la remettre en cause et se dire, même après 30 ans de médecine, savoir tout faire, se dire que finalement je me suis planté, c'est pas moi qui ai raison, c'est elle. Et c'est ça, c'est sa vérité à elle. Et que du coup, les mots que nous on emploie ne sont pas forcément les mêmes que les siens, et qu'est-ce qu'elle entend. Et du coup, quand moi j'ai la question maintenant, c'est est-ce que je vais guérir, docteur? Je dis pas, non, vous n'allez pas guérir, vous êtes métastatique. Je dis, qu'est-ce que c'est que pour vous guérir? Et à ce moment-là, on a une réponse à donner. Oui, ce serait, comme tu dis, avoir des objectifs de vie à court, moyen, long terme, et on dit ce qu'on peut ou pas accompagner. Et ça demande d'être à l'écoute et de respecter. Attends. Bonjour, je voulais prendre justement la parole sur la question de la responsabilité, où en effet c'est soit, comme vous le dites, les soignants, soit du coup les patientes, mais qui prend cette responsabilité? Et peut-être que dans ce que vous dites, dans les exemples que vous donnez, ce qui pourrait être complètement nouveau, un nouveau paradigme, c'est de sortir d'être tous autour de la patiente, mais de faire avec, et que justement c'est la relation
des soignants avec cette patiente qui va porter la responsabilité et pas les individus. Parce que là, c'est clivant et tout le monde se retrouve dans une impasse. Mais que justement, cette relation peut être porteuse de cette responsabilité parce que la patiente ne sera pas au milieu de professionnels, mais sera avec. Et il y a un nouveau métier qui, normalement, sait très bien faire ça, mettre du lien, c'est les patientes partenaires. Elles savent très bien faire, mettre du lien, recréer, donner une identité à ce lien, cette nouvelle entité qui peut porter cette responsabilité tous ensemble. Et juste comment vous imaginez le cas de la procédure juridique? Qui est condamné? On ne peut pas condamner une relation? Oui, je crois qu'il ne faut pas non plus refaire porter la responsabilité sur une patiente partenaire non plus. C'est très compliqué. Non, je ne parlais pas de responsabilité sur les patientes partenaires. On parlait de la responsabilité de la décision. Et c'est vrai que c'est tellement personnalisé en fonction des objectifs de chacun. C'était pour rebondir sur ce que disait Anaïs. La notion de guérison et la notion de vivre est différente à chacun. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus le médecin qui doit prendre la décision totipotente qu'il prenait jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il ne faut pas que ça soit non plus que la patiente. La voie du milieu de la patiente partenaire est une réflexion intéressante, mais elle ne répond pas à tout. Je n'ai pas dit que c'était la patiente partenaire qui allait prendre la responsabilité. J'ai dit que c'était la relation entre les soignants et la patiente concernée qui allait du coup recréer une façon de reprendre des responsabilités. Juridiquement, j'ai pas la réponse. Je pense que le colloque singulier entre le médecin et la patiente reste quelque chose d'ultra personnalisé. La patiente partenaire, elle a d'autres rôles pour moi, mais on n'est pas d'accord. Je peux essayer de donner un éclairage. Pour reparler de clivage, parce que je pense que c'est un angle très intéressant de compréhension des choses, c'est vrai qu'on vient d'un monde très clivé. C'est-à-dire notre façon d'apprendre notre métier est très clivant, même très clivant entre nous d'ailleurs, parce qu'on n'arrive même pas des fois à se parler. Donc la question de clivage, elle est quand même bien ancrée. Et effectivement, je crois qu'il est très difficile quand on a une éducation clivante de sortir de cette dualité bien-mal. Il y a la bonne façon de faire, la mauvaise façon de faire. L'équipe d'en face a la mauvaise façon de faire puisque la bonne est chez moi. Le CHU est plus fort que la clinique est plus forte que le CHU, c'est pareil. Donc on sort d'un monde très clivé. La question que je me pose, c'est qu'on peut rajouter autant de monde qu'on veut, y compris les patients partenaires. La question du clivage, pour moi, n'est pas réglée. C'est-à-dire que la question du bien et du mal n'est pas réglée. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est qu'un soin juste. Parce qu'effectivement, je pense que dans l'ambiance qu'est la nôtre aujourd'hui, un soin juste, c'est quelque chose, ou un soin éthique, ou un soin de qualité, c'est un soin qui finalement est du sur-mesure, parce qu'on n'accepte plus le prêt-à-porter. Bon, très bien. Juste aujourd'hui, on n'a pas les outils pour le faire, quoi. Et en pratique, ce qui va être valable pour 20 patientes ne va pas être valable pour 80. Donc la question, c'est quels outils, comment faire évoluer nos instituts pour en faire de plus en plus du sur-mesure. Et du cas par cas, c'est bien, hein, c'est ce que font les anglo-saxons. Ça coûte juste 10 fois plus cher. Donc la question, c'est que si on va vers cette médecine-là, ça me va bien, ça ne dérange pas la médecine anglo-saxonne, elle marche, hein. C'est pas la nôtre, mais elle fonctionne. Juste, elle coûte 10 fois plus cher et elle laisse 80% de la population sur le carreau. Donc la réalité, c'est qu'il y a un curseur à mettre. Et ce curseur, il est de l'ordre de notre responsabilité individuelle parce qu'on est tous soignants. Je n'ai pas dit médecins, j'ai dit soignants. Et on est tous impliqués dans un travail collectif. Donc réfléchissons et réfléchissez où est-ce que vous voulez mettre votre curseur à vous. Je vous ai plombé pour la peine. J'ai envie de dire que après une telle présentation et tels échanges, ce que tu nous apportes, Alice, en tout cas ce que tu m'apportes à moi, c'est d'avoir éveillé la nécessité de mettre des garde-fous et mieux redéfinir une mission qui pourrait d'ailleurs être portée à travers une réflexion globale de la fédération pour susciter justement cette vigilance d'avoir un cap le mieux défini possible pour chacun de nos instituts, aussi différents soient-ils, si nécessaire, si besoin, et peut-être nous accompagner dans cette réflexion
qui est probablement vital. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste dire à Alice qu'elle a réussi parce que j'ai des questionnements sans réponse à ce jour. Ah, merci, ça me fait plaisir. Mais je tenterai d'y réfléchir et on tentera d'y réfléchir ensemble avec plaisir. Je peux me permettre de rajouter un partenaire peut-être dans toute cette histoire, parce que ta définition là, d'Axel Kant sur la nature, l'inégalité de la nature, moi je suis la napathie, donc j'ai zéro contact avec la patiente, zéro contact avec les soignants, et je vois de très près, mais en même temps de très haut, de très loin. Alors après, je me permets d'étaler ma vie personnelle. Je ne sais plus qui a parlé, un jour on serait de l'autre côté. Moi j'ai ma fille qui a un cancer du sein métastatique, donc tu vois, je suis technicien et en même temps je suis de l'autre côté, de l'autre côté du bureau, à côté de la personne qui est malade. Et il y a un partenaire qu'on a un peu évoqué, mais pas complètement. C'est la maladie elle-même, parce que celui qui décide qu'on va guérir par guérir, c'est pas le patient, c'est pas le médecin, moi je suis un empathe, je vois les classifications des cancers, il y a 50 cancers différents et encore plus. En fait, c'est la maladie elle-même. Quand je vois dans le microscope le cancer de la dame, je sais que la dame elle va guérir ou pas guérir. Mais en même temps, c'est pas vrai. C'est-à-dire que je vois des cancers grade 1, T1, N0, grade 1. Et puis en fait, si ça se trouve, c'était la première phase de l'évolution d'un gros cancer énorme qui aurait été... Et donc en fait, il y a des cancers qui ont toutes les chances de guérir par les techniques les plus simples. Il y a des cancers qui n'ont aucune chance de guérir et puis malgré tout, on les guérit quand même. Donc tous les cas de figure sont vrais, mais le cancer, c'est le partenaire en plus qu'on a et qui est un petit peu difficile à expliquer, je crois, aux patients. Vous avez tel type de cancer, on va vous guérir, c'est sûr. Et puis en fait, non, c'est pas vrai. Vous avez un cancer, c'est mortel. Et puis en fait, non, vous guérissez quand même. Et donc ça, c'est. Et moi, j'utilise un peu la métaphore de la valise sur le quai de gare. Jusqu'à il y a 10 ans, une valise oubliée sur un quai de gare, c'était rien. Maintenant, c'est une bombe. Mais c'est une bombe dans un cas sur 10 000. Et puis c'est une petite bombe, une grosse bombe. On ne sait pas à l'avance. Tant que la bombe n'a pas pété, on ne sait pas. Et donc, il y a ce partenaire en plus. Donc, on ne détient pas tout. En fait, c'est la nature, l'inégalité de la nature qui détient beaucoup. Et c'est là que nos coordinatrices, parce que nous, les médecins, on est un peu impuissants, quoi. Je veux dire, on gère au cas par cas. Et la coordination du parcours, tous les intervenants qu'il y a, tout le fait que les femmes puissent parler à plein de monde, parce qu'elles ont beaucoup d'incertitudes, c'est ça qui est important, en fait, je crois. Voilà. Donc, ce partenaire en plus de la maladie. Merci à Alice pour nous avoir incité à réfléchir un petit peu.